6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Hier, Vladimir Poutine est intervenu en direct à la télévision russe comme il le fait une fois par an. Il répondait aux questions que lui posaient les téléspectateurs. Et le président russe a notamment justifié sa décision de livrer des missiles à l'Iran. Bonjour Camille Grand. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Fondation pour la recherche stratégique. On a un tweet d'Olivier Sarrazin pour commencer. Poutine est-il en infraction sur la vente d'armes en Iran en livrant ces fameux missiles ? Alors non, puisqu'il n'y a pas d'embargo sur les armes vis-à-vis de l'Iran, d'embargo international. Il y a des mesures restrictives qui sont appliquées par les Européens, par les Américains, mais dans le cas de la Russie, il n'y a pas de règles qui lui interdisent de livrer ce type de missiles solaires. Donc il n'y a pas d'embargo lié au programme nucléaire iranien ? Je pensais que ça avait beaucoup appauvri l'Iran depuis des années, on a beaucoup entendu ça, alors c'est faux ? Alors il y a deux choses. Il y a un embargo des Nations Unies sur les technologies nucléaires et les technologies de missiles balistiques pouvant servir à envoyer une arme nucléaire. Et d'une part, ça c'est l'embargo des Nations Unies qui s'applique à la Russie. Et il y a d'autre part, et c'est ça qui a affaibli l'économie iranienne, un embargo très lourd mené par les Américains d'un côté, les Européens de l'autre, et quelques autres pays, qui a isolé l'économie iranienne du reste de l'économie mondiale très largement. Ça veut dire que ces missiles-là ne servent pas à envoyer des têtes nucléaires, par exemple ? Ils servent à quoi, ces missiles S-300 ? Ces missiles S-300 sont des missiles solaires qui sont faits pour défendre le territoire iranien contre une attaque. Donc ils ont une utilité très précise pour les Iraniens, c'est de dissuader Israéliens ou Américains de mener une attaque pour bombarder notamment les sites nucléaires. Est-ce que ça peut être une réponse aux Israéliens qui disaient, après le préaccord du 2 avril 2015 sur le programme nucléaire iranien, attention, les Iraniens vont continuer à développer, quoi qu'ils en disent, un armement nucléaire militaire, et s'il le faut, nous on attaquera. C'est une façon de dire, attention, vous bougez pas ? Alors, de ce point de vue-là, la décision de Poutine viole un engagement qu'il avait pris vis-à-vis des Israéliens et vis-à-vis des Américains, un engagement politique, puisque la décision de suspendre la livraison de ces missiles S-300 qui sont très performants avait été prise à la demande express de Benjamin Netanyahou et des États-Unis. Donc là, il y a un message assez clair vers les Américains et vers les Israéliens. Donc il ne viole pas d'embargo, mais il viole sa propre parole, en quelque sorte. Voilà. Et la Russie dit, au fond, moi je mène ma propre politique au Moyen-Orient et à partir de l'accord de Lausanne, qui n'est qu'un pré-accord, je décide que j'arrête de me restreindre dans les ventes d'armes à l'Iran. Est-ce qu'il n'y a pas des raisons économiques derrière tout ça ? On sait que l'économie russe souffre en ce moment à cause des sanctions prises contre elle liées à la crise en Ukraine pour le coup. Hier, Poutine a dit que le pic des problèmes posés par les sanctions occidentales était passé. C'est vrai ou c'est pas vrai ça ? Ça, c'est une affirmation assez discutable. Certes, le rouble ne s'est pas effondré, on n'a pas assisté à une sorte de bank run comme en 1998 avec l'effondrement de l'économie russe ou une cessation de paiement, mais les sanctions occidentales, au contraire, vont commencer à mordre plus le temps va passer. Donc c'est pas vraiment ça la question aujourd'hui. Mais la motivation économique, elle peut exister dans ces ventes d'armes ou pas pour lui ? Alors la motivation économique existe forcément parce que la Russie au fond, elle exporte quoi ? Du pétrole, du gaz, des centrales nucléaires et des armes. Et donc ces gros contrats d'armement sont vraiment importants pour l'économie russe. Ils seront livrés quand, ces missiles ? Alors ça c'est la question intéressante avec Poutine. Pour l'instant il a fait une sorte d'annonce qu'il reprenait les discussions pour la livraison de ces missiles. On ne sait pas s'ils vont être effectivement livrés et quand ils vont l'être. Donc ça, Poutine s'est très bien joué le teasing avec ce type de dossier. La communication, il est très fort dans les déclarations, les effets d'annonce aussi. Voilà, là il envoie un message aux pays du Moyen-Orient en disant si vous êtes en froid avec les États-Unis, si vous êtes dans une situation difficile avec les Occidentaux, la Russie est là pour être un partenaire, y compris dans le domaine de l'armement, comme en Syrie et maintenant comme en Iran. Précisément, on a une question de Claude sur Europe1.fr. L'Iran et la Russie sont-ils des alliés historiques ? Pas vraiment. La Russie s'est inquiétée du programme nucléaire iranien. Elle a été un partenaire plutôt fiable dans la négociation qui a mené au préaccord de Lausanne. Et donc, la Russie joue un petit peu un jeu ambigu vis-à-vis de l'Iran, en étant à la fois un partenaire de l'Iran dans le domaine économique, dans le domaine de l'armement, mais en n'étant pas non plus totalement dupe de l'attitude de la République islamique. On a une question de Fran sur Twitter avec le hashtag un matin. Est-ce que la France veut vendre aussi des armes à l'Iran aujourd'hui ? Alors ça, il n'en est pas question, d'autant plus que la France, elle, est liée par l'embargo de l'Union européenne vers l'Iran. À propos d'armes, hier, Vladimir Poutine a déclaré que finalement, ne pas livrer les Mistral promis par la France et vendus par la France à la Russie n'était pas un problème. C'est sans importance, a-t-il dit, c'est un peu même pas mal. Ça, pareil, c'est de la communication. Les Russes n'ont pas besoin de nos Mistral, finalement ?
Alors, c'est assez drôle parce que le chef d'état-major de la marine russe, au moment où le contrat avait été signé, avait dit que ça ferait faire un saut qualitatif extraordinaire à la marine russe. Donc, il y a aussi là un peu de communication et une manière de renvoyer le problème et la balle dans le camp des Français. Quand on voit qu'il drague la Grèce, Alexis Tsipras a été reçu en grande pompe la semaine dernière pendant 2 jours à Moscou, qu'il vend des armes à l'Iran alors que ça chagrine un peu tous les autres, qu'il fait la forte tête face aux Européens. C'est quoi la ligne politique de Vladimir Poutine aujourd'hui ? Sa ligne politique, c'est de dire je n'ai rien à voir avec les Occidentaux et je fais ce que je veux. La Russie est une grande puissance qui peut mener sa propre politique en Ukraine en violation des accords de l'après-guerre froide, qui peut mener sa propre politique en Iran, même si ça marque une rupture dans le front uni de la communauté internationale dans la négociation nucléaire avec l'Iran qui n'est pas terminée. Et puis il y a une deuxième politique spécifiquement vis-à-vis de l'Union européenne qui consiste à essayer de diviser l'Union européenne entre pro et anti-Poutine avec un certain succès quand on voit la visite de M. Tsipras. On dit souvent qu'il a le fantasme et le rêve de l'ex-URSS. C'est vrai ça ou pas? Ou il est quand même passé à autre chose? Il est plus moderne que ça aujourd'hui? On peut dire qu'il a un fantasme qui est un fantasme impérial russe, c'est-à-dire le contrôle de l'espace post-soviétique, ou de l'espace historique russe. C'est pas un rêve d'ex-URSS au sens idéologique communiste. C'est beaucoup plus un projet nationaliste de contrôle des approches immédiates de la Russie et de toutes ces républiques qui se sont éparpillées au moment de la dislocation de l'Union soviétique. Dernière question, Camille Grand. Évidemment, quand il fait une déclaration, c'est un peu à la ville et au monde. Il parle à la fois à la communauté internationale et à son propre peuple. Est-ce qu'il est toujours aussi populaire dans son pays, Vladimir Poutine, malgré les difficultés économiques qu'on évoquait? Alors, tout ce qu'on peut en savoir, c'est qu'il y a une vraie popularité. Les sondages, et qui sont des sondages assez fiables, disent qu'il est populaire. En même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que l'évolution de la situation économique peut ou pas fragiliser cette popularité. Et là, des retournements sont toujours possibles. On voit que dans le cadre de la Russie, cette popularité est quand même fondée sur un quiproquo avec la population russe, qui est: je vous apporte de la prospérité telle que vous ne l'avez jamais connue, et en contrepartie, vous me laissez mener à bien mon projet un peu autoritaire et nationaliste. S'il n'y a plus la prospérité et qu'il n'y a plus rien à manger, forcément ça compliquera les choses. Absolument. Merci Camille Grand d'être venu en direct ce matin pour répondre aux questions des auditeurs d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Fondation pour la recherche stratégique. Merci, bonne journée.